Bonjour, bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous recevons pour vous Mme Dominique Maltais, qui est femme pompier ici même à la ville de Baie-Saint-Paul et qui vient nous entretenir de la semaine de la prévention qui s'en vient très bientôt. Nous allons aussi accueillir Mme Joanne Vigneault de l'Espace muséal des Petites Franciscaines de Marie qui vient nous parler, elle, de rallye, mais pas n'importe quel rallye, un rallye qui a lieu ici avec les emplacements culturels de Baie-Saint-Paul. Et enfin, nous allons recevoir Mme Maryse Méran, qui est la nouvelle coordonnatrice des cercles d'emprunt. Alors, bonne émission. Premiumbeat.com. Dominique Maltais, femme pompier, bonjour. Bonjour. Avant de commencer l'entrevue, parce qu'on est ici pour parler de la semaine de la prévention qui s'en vient très bientôt, mais moi, je suis impressionné parce qu'on parlait de la quantité de femmes qui sont pompiers. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'exception qui confirme la règle, là. Oui, effectivement. On parle environ de, je pense, 2 à 3 là, normalement, Ouf. dans un service incendie. Donc, c'est ça. On est une minorité visible, mais je pense qu'en tant que femme, on est capable de se démarquer puis de faire le travail si on se prend en main puis on est vraiment déterminé. Puis la complicité avec les hommes, même si on est minoritaire, ça se passe bien, les échanges puis tout ce qu'il y en est. Ah, moi, j'ai toujours adoré travailler avec des hommes. C'est franc. Le travail physique m'a jamais fait peur non plus. Donc, relever des défis, la routine ne fait pas nécessairement partie du travail non plus. Donc, on en apprend tous les jours, puis ça a toujours été un côté que j'ai adoré de cet emploi-là. Super. Semaine de la prévention des incendies, Oui. du 8 au 14 octobre. Exactement. On est dedans, là. On est dedans, on rentre dans quelques jours. Cette année, encore une fois, c'est dans la cuisine que ça se passe. Moi, présentement, je suis en charge de tout ce qui est prévention incendie ici à Baie-Saint-Paul. Donc, puis comme partout ailleurs, je pense que la prévention, depuis quelques années, on prend de plus en plus de place. Je pense qu'on accorde... Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. On accorde énormément d'importance autant sur la détection, le système d'extinction dans tous les bâtiments. Donc, la prévention, depuis que ça se fait, depuis déjà au-dessus d'une dizaine d'années, réduit considérablement tout ce qui est risque d'incendie. Est-ce qu'il y a des statistiques, justement, qui démontrent que depuis qu'on est plus actif sur l'aspect prévention, que la quantité des incendies a diminué? Oui, il a été prouvé dernièrement que depuis 2010, 27 des incendies ont été diminués grâce aux activités de prévention qui se font. C'est pas négligeable. Oui, un petit peu partout, un petit peu partout dans le monde. Dans le monde, comme tel. Puis ici, dans Charlevoix, j'imagine que la prévention a sa place, comme Oui. partout ailleurs de toute façon. Exactement. Mais là, on parle de principalement l'endroit où il se déclare le plus d'incendies, c'est la cuisine. Oui, c'est la cuisine. Encore une fois, cette année, le thème de la semaine de prévention des incendies, c'est la prévention, c'est bon, comme on le mentionnait, et c'est dans la cuisine que ça se passe. OK. Un tiers des incendies sont déclarés et commencent dans une cuisine. Donc, Avec la cuisinière, j'imagine, ou bien non, les prises électriques? C'est ça, des mauvais comportements, des mauvaises habitudes qu'on prend à force de cuisiner avec les années. Il y a beaucoup d'exemples, des chaudrons qui sont trop petits pour la surface du rond. Chauffer de l'huile dans une friteuse qui est non homologuée. Tout ce qui est poêle à fondu aussi, que ce soit électrique, à gaz aussi, tout ce qui est manipulation, on va jamais remplir justement le brûleur lorsqu'il est chaud. On attend toujours qu'il soit froid avant de le remplir. On attache, si c'est une fondue électrique, on fait en sorte que la prise électrique soit toujours attachée à une patte de la table pour justement éviter de s'accrocher dans le fil électrique, puis que tout le poêle à fondu tombe sur la table. Diminuer le risque de blessure aussi.
Dans la cuisine, bien, on essaie d'éloigner les enfants le plus possible des ronds allumés. Tout ce qui est, exemple, poignée de chaudron, on essaie de ne pas mettre ça vers le passage. On essaie de mettre ça vraiment vers l'extérieur pour éviter justement d'entrer en contact avec les poignées, les chaudrons chauds. Aussi, lorsqu'on cuisine, souvent les personnes âgées vont utiliser des vêtements qui sont peut-être un petit peu plus amples, des longues manches, une robe de chambre. Donc ça, c'est vraiment à bannir aussi parce que le risque que nos vêtements s'enflamment, surtout lorsqu'on cuisine, est énormément présent. Donc on essaie de, comme je vous dis, il y a énormément de mauvais comportements qui est à bannir. Des fois, il s'agit seulement de se regarder aller pour éveiller les soupçons. Puis il y a du gros bon sens là-dedans. Là. Oui, il y a énormément de gros bon sens. Puis c'est ça, il y a... Mais l'habitude fait qu'on oublie le gros bon sens. Oui, exactement. Mais tu sais, comme je le répétais dans la cuisine, c'est vraiment la place où la majorité des incendies... Parce qu'il y a des règlements bien spécifiques rattachés à la façon de procéder au niveau de la municipalité, je pense. Là. Oui, notre réglementation, plus ça va avec le temps, on ajoute des articles justement concernant la prévention des incendies. On parle de feux de cuisson, mais par exemple, tout ce qui est friteuse. Maintenant, à Baie-Saint-Paul, lorsque les pompiers passent dans votre résidence, bien, ils vont probablement vous poser la question à savoir si votre friteuse est homologuée CSA ou ULC. Donc, c'est une friteuse qui vient avec un thermostat, donc qui va chauffer l'huile progressivement. Puis, un coup que la cuisson est terminée, on débranche la friteuse, puis on s'assure qu'il n'y a plus aucune source électrique pour continuer de faire chauffer l'huile. Quand ça vient trop chaud dans une poêle normale ou régulière, ça déborde. C'est là que non, exactement. Puis on sait que les feux d'huile, c'est quand même assez impressionnant. Puis on parlait de mauvais comportements. On a vu souvent des gens qui arrivent avec de l'eau pour éteindre un feu de chaudron qui est rempli d'huile. Puis ça, c'est vraiment à ne pas faire, là. Ça fait complètement l'effet contraire. Donc, c'est un accélérateur, ça c'est que ça se mélange pas, l'eau et l'huile, donc ça va vraiment plus amplifier. Ça éloigne ou ça élargit. Non, c'est ça. Ça prend de l'ampleur, puis ça fait à la limite exploser, prendre en feu toute l'huile qui est déjà présente dans le chaudron. Donc, si ça arrive un feu de chaudron qui a de l'huile, mais le comportement à prendre, c'est qu'on met directement le couvercle sur le chaudron, puis on recule, on s'en va vers la sortie, on appelle le 911, on n'essaie pas de jouer aux pompiers ou quoi que ce soit. Mais je vois que vous avez un extincteur portatif avec vous, là. Je veux dire, c'est quand même un outil de première réaction, là. Oui, exactement. J'ai apporté un extincteur portatif. On parle de réglementation. On va le montrer, que tout le monde le sache, oui, qu'est-ce que c'est. Parce qu'on parle, c'est ça, on parle de notre nouvelle réglementation qui parle beaucoup de la prévention des incendies. Un des articles, bien, c'est l'extincteur portatif qui est obligatoire lorsqu'on a un poêle à combustion. Donc ici, c'est obligatoire? Oui, obligatoire. OK. Ici, j'ai en main un extincteur qui est recommandé par la Ville de type 2A10BC. Il y a 3 lettres A, B et C. Donc 2A, A est pour les feux de bois, tissu et papier. Donc ce qu'on va retrouver principalement dans une maison. Ensuite, ça peut faire effet aussi sur les feux de catégorie B. Catégorie B, c'est tout liquide inflammable, de l'huile, de l'essence. Donc ça aussi, cet extincteur-là est très efficace pour ce type de feu-là. Okay. Et la lettre C, dans le fond, vient couvrir tous les feux de classe de tout ce qui est équipement sous tension électrique. Donc on peut éteindre un ordinateur qui prendrait en feu, par exemple. Au téléphone cellulaire, qui prennent en feu à cause de la batterie. Un vieux téléphone cellulaire, exactement. Donc, ça, c'est recommandé, pas recommandé, mais je veux dire exigé dans toutes les résidences qui ont un poêle à combustion ici à Baie-Saint-Paul. Il y a des formats là-dedans, hein? Je veux dire, oui, il y a des formats. C'est pour ça que je précise que ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est de type 2A10BC. Donc, ça va couvrir 2A, exemple, ça va couvrir une superficie de environ 10 pieds cubes de papier. Okay. De papier, tissu ou bois.
Donc, ça prend vraiment là, cette cote minimale-là pour être conforme à notre réglementation. Puis j'imagine que si on n'a pas de feu, mais de poêle à combustion, c'est quand même recommandé de l'avoir. Oui, comme je vous dis, là, c'est autant feu, papier, bois, tissu, de l'huile, feu électrique. Donc, ça, c'est bon pour un feu naissant. Il faut prendre en note qu'on n'éteint pas un... C'est ça qu'on appelle les pompiers. Oui, exactement. Là, on voit qu'il y a un incendie commence, bon, ben on sort l'extincteur, puis c'est là qu'il est vraiment efficace. Parce que, comme je vous disais, la superficie, mettons, de papier, bon, ben c'est quand le feu commence, on essaie de l'éteindre immédiatement, on vide l'extincteur, puis après ça, on s'en va à la sortie. Vers la sortie, on appelle immédiatement le 911, les pompiers. Donc, il y a une façon d'utiliser ça aussi, hein? Oui, il y a une façon. Dans le fond, c'est pas très compliqué. On regarde toujours le cadran à s'assurer que l'extincteur est bien rempli, que la pression est bonne. Donc, l'aiguille du cadran devrait être toujours dans le verre. Tout le temps. Exactement. C'est pas très compliqué l'utilisation. On va prendre l'extincteur par la poignée de transport. Vous avez ici une petite goupille, justement, pour lorsqu'il est accroché sur le mur, puis qu'on n'en fait pas l'utilisation, bien, pour ça empêcher... empêche les accidents. Exactement. Un enfant, on arrive, on accroche la poignée, bien, l'extincteur ne se videra pas par lui-même. La goupille, extrêmement facile de la détacher de l'extincteur. Seulement en tournant la goupille, le seau de sécurité en plastique décroche automatiquement. Et puis, à ce moment-là, bien, notre poignée devient en fonction. Il s'agit seulement de décrocher le boyau qu'on va pointer à la base des flammes. À la base des flammes. À la base des flammes, à environ une distance de 10 pieds du feu. Et puis, on va appuyer sur la manette complètement à fond avec un mouvement de balayage de gauche à droite jusqu'à temps que l'extincteur se vide complètement. OK. Puis, comme je vous dis, après ça, on se dirige vers la sortie. On ne veut surtout pas être trappé entre le feu et un mur où il n'y a pas nécessairement de sortie. Donc, on fait le tout en se dirigeant vers la sortie. Si je comprends bien, quand on utilise ça, idéalement, c'est d'avoir une sortie derrière nous. Là. Oui, exactement. De la prévoir. Et de là, l'importance, l'emplacement pour mettre un extincteur portatif, on recommande et exige que ce soit proche d'une sortie, environ à 5 pieds du sol, comme ça on évite que les enfants jouent avec, d'une manière visible et accessible. Donc, c'est pas un porte-manteau, on ne le couvre pas d'une belle boîte de bois ou peu importe. C'est pas décoratif trop, mais c'est très utile, quoi. Très utile, exactement. C'est un moyen d'éteindre... Les gens les cachent très souvent, mais c'est pas beau. Non, c'est sûr que c'est pas très esthétique, mais on s'entend, c'est très efficace. Aujourd'hui, l'esthétique dans une résidence, ça prend tellement d'importance qu'on oublie peut-être le côté prévention à ce niveau-là. Exactement. C'est là pour la sécurité des citoyens, puis c'est très efficace dans une maison. Super. Alors, on en sait plus qu'on en savait sur la façon d'utiliser un extincteur. Principalement, c'est là que ça se passe, soit dans la cuisine ou avec les feux de foyer. Oui, exactement. Et puis, on parle ici d'un moyen d'extinction qu'on peut utiliser dans une résidence. Toujours en lien avec notre réglementation, on a dernièrement, depuis quelques années, mis beaucoup l'ampleur aussi sur 2 systèmes de détection, qui est l'avertisseur de fumée et le détecteur de monoxyde de carbone. C'est ça, ils ont 2 rôles différents, eux autres. Oui, avertisseur de fumée, bien, c'est l'avertisseur de fumée qu'on entend sonner des fois quand on fait brûler des toasts. Oui, c'est tannant, mais... On sait qu'il fonctionne au moins. Exactement, on sait qu'il fonctionne. Et puis, on sait aussi, avec de nombreuses études qui ont été faites durant les dernières années, que ça sauve réellement des vies. Donc, selon notre réglementation, bien, un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage. Au moins un par étage? Oui, au moins un par étage. Dans chaque chambre où l'on dort, si la porte est fermée. Ou sinon, si les portes sont ouvertes, ça va être dans le corridor. On a souvent un corridor qui dessert 2 ou 3 chambres dans une résidence. On le met justement afin que cet avertisseur de fumée-là avertisse toutes les chambres environnantes. Donc, sur chaque étage, proche des chambres, environ une hauteur de 4 à 8 pouces du plafond.
OK. Parce qu'on sait que la fumée, dans le fond, a tendance, pas tendance, mais monte. Donc, va vraiment s'accumuler au niveau du plafond. Puis c'est de là l'importance de l'installer de 4 à 8 pouces du plafond. OK. Il y en a à pile, puis il y en a électrique, ces affaires-là? Oui, il y en a à pile, il y en a électrique. Il faut toujours y aller selon les recommandations du fabricant. Mais concernant la pile, bien, on le sait, puis ça fait longtemps qu'on l'entend aussi, c'est changé 2 fois par année. À chaque fois qu'on change l'heure, on n'oublie pas de changer les piles de notre avertisseur. Et puis, ces avertisseurs de fumée-là ont une durée de vie d'environ 10 ans. OK. Mais il y en a qui vont me dire, écoute, j'ai encore fait brûler mes toasts, puis il est parti il y a 15 ans, je veux dire. Oui, ça l'arrive souvent lorsqu'on fait des visites de prévention dans les résidences. Mais il faut savoir aussi que le système de détection de cellules de fumée, avec les années, perd son efficacité. OK. Exactement. D'où là l'importance de changer aux 10 ans notre avertisseur. Puis quand le détecteur est électrique, puis une panne de courant, mettons, il ne joue plus son rôle? Ou bien il y a automatiquement une batterie dedans aussi? Il va tomber sur la batterie. OK. Dans le fond, il est toujours Quand il est électrique, il y a toujours les deux systèmes. Oui, exactement. Exactement. Okay. Puis l'autre, monoxyde de carbone? Monoxyde de carbone, aussi exigé dans notre réglementation si vous avez un poêle à combustion, solide, liquide ou un à garage, gaz. semble-t-il aussi? Et avec un garage, exactement, Armand, avec un garage annexé à notre maison. Entièrement raison là-dessus. Donc, encore une fois, c'est sur chaque étage. Monoxyde de carbone, l'emplacement, c'est un petit peu, ça va être la même, un petit peu comme l'atmosphère, donc va être réparti également dans l'atmosphère. Peu importe la hauteur, c'est vraiment important d'en avoir un sur chaque étage. OK. Monoxyde de carbone, on essaie vraiment de sensibiliser les gens encore plus. C'est quand même un système de détection qui est Il est inodore, incolore et sans saveur, lui. Il est traître, lui. Exactement. T'sais, on le sent pas, on le voit pas. C'est pas comme de la fumée normale, mais ça peut causer des effets, écoute, très néfastes, voire même la mort. On perd connaissance, finalement. Oui, exactement. Et puis, d'où là l'importance d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone si c'est un garage annexé ou un poêle à combustion. Parce qu'un poêle à combustion, le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui va se dégager lorsque la combustion ne se fait pas nettement. De là l'importance du ramonage. Exactement. De là l'importance, le ramonage. Le ramonage aussi, c'est dans notre réglementation. Et on doit faire ramoner notre cheminée et toutes les pièces accessoires qui viennent avec le poêle à bois, une fois par année. Minimum. Minimum. Si on est quelqu'un qui aime ça chauffer régulièrement, 2 fois par année, c'est sûr que c'est pas... Ça a-t-il beaucoup à voir avec le type de bois qu'on utilise? Parce qu'il y en a qui créent plus de créosote que d'autres, là. C'est sûr que quelqu'un qui va chauffer du bois humide va favoriser l'accumulation de créosote. Qui vient bloquer la cheminée, donc... Oui, exactement. Créosote, dans le fond, c'est un dépôt qui se crée lorsqu'il y a fumée. Et puis, avec la chaleur, le froid, bien ça, des fois, ça peut venir créer justement des bouchons de créosote. Donc, notre poêle à combustion va moins bien tirer, va moins bien fonctionner. De là où va peut-être dégager du monoxyde de carbone. Donc, ça vient... Un bon ramonage, dans le fond, ça vient enlever toute la créosote, qui est vraiment un dépôt qui est inflammable, extrêmement inflammable. Et puis, ça va rendre vraiment là, votre poêle là, à une efficacité vraiment encore supérieure. Là. Puis je pense que c'est une bonne chose de le faire, puis de le faire par des professionnels, parce que de fait, s'il y a un incendie, bien, au moins les assurances se disent, regarde, le travail a été fait, puis voici la preuve. Oui, il faut toujours le faire par un professionnel, ça c'est sûr et certain. Puis comme je le disais, le professionnel qui va venir ramoner votre cheminée va inspecter aussi les pièces, les accessoires de votre poêle à bois. Donc, s'il y a une défectuosité, il va vous en faire part aussi. Donc, une fois par année, on appelle, on n'a pas peur d'appeler un professionnel. De toute manière, c'est dans notre réglementation, on n'a pas le choix pour faire inspecter notre poêle à bois puis faire en sorte que libre de créosote et puis qui vient vraiment rentabiliser l'efficacité du poêle à bois. Puis, petite parenthèse comme ça, juste ici à Baie-Saint-Paul, il y a 2 ans, il y a eu 8 feux qui se sont déclarés feux de cheminée, dans une cheminée. Et puis, l'an dernier, ça a été 4 feux de cheminée
ici à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est pas à prendre à la légère, puis comme on en a parlé, là, c'est quand même quelque chose qui est très important et exigé selon notre On fait réglementation. ramoner, on a un détecteur de fumée, monoxyde de carbone, si on a un poêle à combustion lente ou Ouais. un foyer. On change nos piles, effectivement, sur une base régulière, et Ouais. pour la fumée et pour le monoxyde de carbone. L'extincteur, lui, une fois qu'il est parti, même si on l'utilise au tiers ou au quart, je pense qu'il y a une obligation de le faire remplir à nouveau. Exactement. Complètement. L'extincteur, si on accroche la poignée, si le cadran est dans le rouge, n'est plus dans le vert, si on fait seulement l'utiliser, puis non, c'est... On n'est pas obligé d'en acheter un nouveau, je veux dire, ça se fait remplir, ça. Ça dépend. Lui est rechargeable, OK, il y en bon. a des jetables. Mais c'est sûr que dès qu'il y a une seule utilisation, il faut le faire inspecter puis le faire remplacer la poudre qui est à l'intérieur. On parlait aussi de maintenance. Visuellement, à chaque année, on devrait faire une petite maintenance. Donc, on regarde notre extincteur, s'assurer qu'il n'y a pas de rouille, que le cylindre n'est pas affecté. Parce que ça a une durée de vie aussi, ça. Oui, ça a une durée de vie, effectivement. Une fois par année, on vous recommande aussi de brasser le tout. Oui, brasser l'extincteur. Il y a de la poudre à l'intérieur. Donc, on n'a pas peur de le brasser la poudre en même temps. On fait de l'exercice en plus. L'exercice en même temps. Et puis, l'extincteur, ben c'est ça, une petite inspection visuelle à tous les ans, voire même si on passe proche, tous les mois, il y en a jamais assez. Et puis, tous les 6 ans, là, on devrait faire recharger, changer minimum. la poudre OK, là, au minimum OK. à l'intérieur Aux du 6 ans. cylindre. Ouais. OK. Et puis, test hydrostatique, c'est aux 12 ans. Parce Donc, que je vois une étiquette, je pense que c'est indiqué dessus, hein? Quand Oui. est-ce que ça a été fait, par qui, puis à quelle date, puis ainsi Oui, de suite. exactement. Puis il faut vraiment garder l'étiquette sur l'extincteur. Comme ça, quand les pompiers ou moi visitons votre maison, bien, on sait exactement quand la dernière inspection a été effectuée. Good. Mais surtout que là, on s'en vient, c'est pas pour rien que c'est à l'automne que la semaine de la prévention des incendies a lieu. C'est parce que l'hiver s'en vient, puis l'hiver, Oui. on s'en cabane, pour peu l'expression, là. C'est ça, exactement. Là, on va commencer à chauffer le poêle, à manger de la fondue. Donc, on a abordé rapidement là, tous ces sujets-là. Mais on reste toujours, tu sais, moi, je reste toujours disponible. Les pompiers à la caserne aussi, on reste toujours disponible. On peut vous appeler et vous dire, écoutez, vous êtes peut-être passé, j'étais pas là, pouvez-vous Ouais. revenir? Si Ouais. vous avez des questions supplémentaires, on est passé à votre résidence. Il ne faut vraiment pas être gêné, on est là pour ça. Et puis en plus, on organise une porte ouverte le 14 octobre à la caserne. Donc, pour tous ceux et celles qui auraient des questions supplémentaires, on a quand même parlé de beaucoup de choses, là, l'avertisseur de fumée, monoxyde de carbone, l'extincteur portatif, comment l'utiliser, sa maintenance, etc. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, le 14 octobre, de 11h à 15h, on va être là, quelques pompiers à la caserne pour vous accueillir puis répondre à vos questions. C'est toujours intéressant, surtout même si on a des jeunes enfants, d'aller visiter une caserne de pompiers. Puis exactement, Ah. du même coup, bien, Gros on amène les camion, enfants, puis on vous montre les gros camions. Super. Très bientôt, on va parler un petit peu rapidement de la grande secousse qui s'en vient. Oui, la grande secousse aussi qui arrive quelques jours après la semaine de prévention des incendies. Le 19 octobre à 10h19, c'est rendu un mouvement qui est international. Donc, on se pratique. C'est de la prévention, ça aussi. C'est aussi, ça fait partie de la prévention. On ne touche pas juste l'incendie, on parle aussi de secousses sismiques, donc de tremblements de terre. Puis d'autant plus qu'ici, dans Charlevoix, bien, on sait qu'on est vraiment sur un territoire où il y a le potentiel de tremblement de terre. On en a déjà vécu, puis on va probablement en vivre encore d'autres. Donc, le 19 octobre à 10h19, c'est vraiment un mouvement qui est international. Mais ici au Québec, là, si vous voulez vous inscrire, participer à ce mouvement-là, c'est toujours possible. Quand on s'inscrit, ça veut dire quoi? Que, bon, le 19, à quelle heure vous disiez? 10h19. 10h19. Bon, il y a un exercice généralisé. Oui, exercice généralisé. Vous allez, si vous êtes au travail, probablement qu'à votre travail, ils vont pratiquer leurs mesures d'urgence aussi en cas de tremblement de terre. Si vous êtes à la maison, bien, c'est peut-être l'occasion parfaite de le pratiquer aussi avec vos enfants. Quoi faire? Des choses qu'on ne fait pas assez, ça, je pense. Pratiquer des simulations
Bien, de secousses sismiques ou Ouais. d'incendie et autres. Faut dire, on fait quoi, je sors où, puis comment Oui, ça fonctionne. exactement. Tu sais, s'entendre avec la famille, les enfants, bon, on fait quoi s'il arrive un tremblement de terre? Peut-être que pas tout le monde est au courant. Dans le fond, c'est de s'arrêter, de s'abriter en dessous d'une table et de s'agripper. Parce que c'est un tremblement de terre, donc ça risque Ça de brasse. brasser. Ouais. Donc, puis ça a été prouvé justement après plusieurs études là, du côté des États-Unis que pas commencer à courir, sortir à l'extérieur parce que tu as plus de chances de te faire blesser par un objet justement qui est en mouvement à cause du tremblement de terre. Donc, c'est vraiment le mouvement, le comportement à prendre s'il y a un tremblement de terre, c'est de s'arrêter, s'abriter et s'agripper en dessous d'une table. Arrêter. Arrêter. S'arrêter, Oui. s'abriter, S'abriter. Bon, voilà. Et s'agripper. Voilà. OK. C'est bon. Il faut le répéter pour l'assimiler, quoi. Ouais. Et ça, ça a lieu effectivement le 19 octobre, à 10h19. 10h19. Et puis, ben, comme je le répète, c'est vraiment le moment idéal pour pratiquer ces comportements-là. Puis faire en sorte que d'année en année, bien, ça devienne... On développe des saines habitudes Oui, exactement. préventives. De prévention. Voilà. Super. Dominique Maltais, merci beaucoup. On répète l'heure et la journée porte ouverte? Porte ouverte à la caserne, 14 octobre, de 11h à 15h. Les pompiers, on va être là pour répondre à vos questions supplémentaires de peut-être tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Sinon, vous pouvez faire la visite de la caserne, le tour des camions, emmener vos enfants, on est là pour ça. Espérons qu'il n'y aura pas d'incendie qui vont se déclarer à ce moment-là. Là, on assisterait effectivement à un vrai départ. Et sinon, ben, ça se passe le 19 octobre pour la Grande Secousse, qui est partout au Québec, partout même alentour du monde, à 10h19. Si vous voulez pratiquer tout le comportement à faire lors d'un tremblement de terre. Prévention, prévention, prévention. Prévention, c'est bon. Voilà, surtout dans la cuisine en plus. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Prochaine. Merci. Alors, Joanne Vigneault, l'espace muséal des Petites Franciscaines de Marie, bonjour. Bonjour. On parle des Petites Franciscaines parce que c'est dans l'air, il y a beaucoup d'expositions à droite et à gauche. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un événement particulier qui s'appelle un rallye dont le thème est effectivement sur les Petites Franciscaines. Oui, les gens vont recevoir, les gens de la MRC vont recevoir dans leur casier postal une petite brochure qui est un rallye qui porte sur les Petites Franciscaines de Marie. Le rallye se déroule à 3 endroits culturels de la ville, à l'espace muséal des Petites Franciscaines, bien sûr, au Musée d'art contemporain, avec l'exposition de photographie d'Alicia Lorente, et au Carrefour culturel Paul Médéric, où il y a une nouvelle exposition qui s'appelle Résurrection, la deuxième vie d'un patrimoine religieux, qui porte plus sur les tissus rattachés aux Petites Franciscaines et tissus qui ont servi d'inspiration à Marie-Renée Otis et Jacques Hudon pour faire des œuvres artistiques. Pour faire des aussi. habits, là, Oui, tout ce qu'il y en est, là, ouais. des vêtements. Des vêtements, oui. Si je comprends bien, normalement, on parle de rallye, on parle d'automobile, mais là, tout ça peut se faire à pied parce que l'espace muséal, le Carrefour, puis le Musée d'art contemporain, ils sont très près l'un de l'autre. Oui, c'est sûr que quelqu'un qui peut choisir de se stationner à un endroit puis de faire les 3 dans la même journée, c'est peut-être beaucoup. Les 3 institutions ont des expositions qui ne terminent pas aux mêmes dates. Alors, si les gens veulent faire les 3 endroits, il faut bien s'assurer de respecter les dates de fermeture. Alors, la brochure en question, elle va être distribuée ce week-end? Elle est distribuée, elle a été distribuée dans les casiers postaux des gens. OK. Alors, tout le monde dans la MRC devrait l'avoir reçu. Devrait le recevoir. Ouais. Bon, à partir de là, on reçoit le tout. La première étape, comme vous le mentionniez, c'est l'espace muséal qui, lui, est le premier des espaces qui va fermer pour la saison hivernale. Oui, malheureusement, c'est ça. Nous, on ferme en premier, donc le 15 octobre. Donc, les gens qui veulent répondre aux questions rattachées à l'espace muséal, ça leur laisse un peu moins de temps. Pour ce qui est des autres institutions, au Musée d'art contemporain, c'est le 5 novembre, puis au Carrefour, c'est le 19 novembre. OK. Donc, ce alors, qui il y a possibilité à la fin d'étirer des son rallye. expositions, là, c'est ça. Ouais. OK. Ça s'adresse à qui?
En fait, l'idée, c'était de présenter quelque chose aux Charlevoisiens et de rendre la visite un peu plus ludique. Alors, il y a bien sûr des questions à répondre. On trouve les réponses dans les salles d'exposition, parfois dans les objets présentés, parfois dans les textes qui les accompagnent. Mais il y a aussi, pour chacune des institutions, au moins une question qui s'adresse peut-être plus aux jeunes ou à la famille, qui demande un aspect un peu créatif, d'imaginer, nous, comment on ornerait, par exemple, le plafond de la chapelle des petites franciscaines. Alors, des aspects un peu plus ludiques pour faire la visite. Dans les fêtes, il y a combien d'étapes? On dit il y a 3 sites comme tel, mais dans le rallye, il y a combien de questions à répondre? Ou, J'avoue que je ne les ai pas comptées. Je dirais, il y a peut-être 2 endroits qui en ont 5 ou 6, puis un autre qui en a peut-être 3 ou 4. OK, donc, alors, une quinzaine de questions maximum. C'est le temps de faire la visite puis de bien assimiler. Oui, on ne veut pas que les gens soient toujours le nez dans leur calepin quand même. Non, on est là pour visiter. Oui, oui. Hein? Mais ça nous permet d'en apprendre sur les petites franciscaines? Oui, parce que ça amène une autre façon de faire la visite. Donc, les gens vont peut-être porter attention à des détails qu'ils n'auraient pas perçus sans le rallye. Donc, c'est une des possibilités. Puis aussi, les 3 expositions sont très différentes. Une porte vraiment sur les religieuses, l'exposition de photographie. Au Carrefour, c'est plus rattaché aux vêtements, soit qu'elles ont orné ou à du textile qui a été porté par les sœurs ou par des aumôniers ou des prêtres qui ont servi auprès des sœurs. Alors, puis l'espace muséal, mais c'est beaucoup plus général comme type d'objet et varié. Alors, les gens, même si le thème est le même dans les 3 institutions, les gens n'auront pas une impression de redondance. OK. Ouais. Il y a la variété, c'est ça qui est la beauté. Là. Ouais. C'est présenter les petites franciscaines sur différents aspects qui a été leur vie. Oui, oui. Elles ont été là très longtemps comme telles. Alors, elles sont encore là. Elles sont encore là. Ben oui, Pas toujours dans la présentes. maison Non, mère, elles sont toujours présentes. Parlant de la maison mère, avec tous les changements qu'il y a eu dans la dernière année, parce que les petites franciscaines ont quitté, comment s'est passée la dernière saison pour l'espace muséal? Ça a été une bonne saison, moins achalandée par contre que les 2 dernières années. La raison étant que les 2 dernières années, les sœurs avaient déjà parlé de leur intention de vendre, de quitter la maison. L'an dernier, ça a été officialisé. Donc, on a eu beaucoup de gens qui ont eu la perception que le musée fermerait. Donc, des gens se sont hâtés de venir nous voir l'an dernier. Donc, ça a créé une affluence. Et aussi les parents et amis des sœurs qui ont bénéficié de pouvoir être avec elles dans la maison. Donc, ça l'a joué sur notre achalandage. Là, on voit une baisse, mais c'est quand même une bonne année. Ce qui veut dire que là, ceux qu'on voit présentement qui prennent la décision d'aller visiter l'espace muséal, c'est soit les résidents ou le touriste, là, foncièrement, qui est intéressé par des espaces muséals. Oui. C'est sûr que le mannequin de religieuse qui est à l'extérieur attire quand même beaucoup de curieux. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout la congrégation qui franchissent nos portes. Est-ce que c'est le visage qui apparaît sur le... C'est le visage qui apparaît sur la brochure? La brochure du rallye. Ouais. Le fait que les petites franciscaines quittent la maison mère, même si elles sont toujours à Baie-Saint-Paul, je veux dire, là, il y a plein d'objets qui étaient là-dedans. Est-ce que le musée a récupéré une grande partie de ces objets-là? C'est sûr que les sœurs nous ont amené beaucoup de nouveaux objets en nettoyant leur bureau, leur chambre, en faisant du tri, parce qu'elles ne pouvaient pas tout ramener avec elles. Il y a des meubles, des objets de la collection qui étaient déjà répartis dans la maison mère. Certains sont restés. Les sœurs ne les ont pas rapatriés. Ce que les gens ne savent pas nécessairement non plus, c'est que la collection continue d'appartenir aux sœurs. Ces objets-là sont encore propriété des religieuses, même si le musée, le complexe, la maison mère ne l'est plus. Donc, on a encore des objets répartis dans la maison et il y a différents projets pour les années qui viennent.
d'élargir l'espace du musée pour qu'on puisse encore présenter davantage d'éléments. Je pense à la Grande Croix qui est proche des escaliers de l'entrée de la chapelle. Elle est toujours là. J'ai découvert que c'était fait par M. Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli. En fait, maintenant, c'est un legs, ça appartient effectivement à l'espace muséal. Oui. Ah, regarde, c'est quelque chose, en tout cas. J'imagine, il y a combien d'objets, on ne sait pas. Hein? C'est sûr que certains sont très petits, des médailles ou des petites images pieuses, mais on doit avoir autour de 4000 objets dans la collection quand même. C'est pas négligeable. Non. C'est pas négligeable. Mais l'an prochain, vous êtes de retour, parce que là, l'espace muséal, lui, il est là pour plusieurs années. Là. Oui, mais en fait, dans l'entente de vente, les sœurs avaient exigé que la chapelle et l'espace muséal continuent leurs opérations et restent accessibles pour 14 ans. Donc, ça nous mène en 2030. Après, qui vivra verra. Mais c'est sûr que si on continue d'attirer des gens, et d'être actif en faisant diverses activités, on présume qu'on continuera après 2030. C'est quand même le reflet du patrimoine vivant de toute la région, de Baie-Saint-Paul particulièrement, mais de toute la région. Oui, elles ont été présentes dans plusieurs endroits. Il y a un spectacle qui s'en vient la veille de la fermeture de l'espace muséal. Oui. On ferme notre 10e année de façon un peu différente avec un concert de harpe dans la Grande Chapelle de la Maison-Mère le 14 octobre à 19h. C'est un concert de 2 harpistes, Robin Grenon et Gisèle Guibard. Monsieur Grenon a composé des pièces sur François d'Assise et sur Marie, donc il y a des pièces originales, si on veut. Puis, comme c'est des petites franciscaines de Marie et que François d'Assise, c'est leur patron, on a trouvé que c'était très approprié de les inviter. Donc, ils vont jouer des extraits de ces suites, franciscaines et mariales, et aussi des pièces plus de musique celtique ou sud-américaine, parce qu'ils vont amener différents types de harpes. OK. Ouais. Des harpes celtiques, les standards qu'on connaît, et des harpes d'Amérique du Sud. Oui. Ça, je n'ai pas entendu souvent. Je ne sais pas quelle est la sonorité de cela, mais ça s'avère être une découverte. Ben oui, ben oui. Puis ça va se passer dans la chapelle. Dans la chapelle. Le spectacle a lieu à 19h. On va ouvrir les portes à 18h30. Il y a un coût d'entrée qui est de 20 $ pour un billet. Quelqu'un qui achèterait 2 billets, c'est 33 $. On s'y procure? À l'espace muséal, il y a aussi la boutique qui est près de l'accueil de la Maison-Mère qui en détient. OK. Alors, tiens, puis tout ça, est-ce que c'est... Comment dire? C'est dans le but de célébrer les 10 ans d'espace muséal? C'est dans le but de célébrer les 10 ans, puis aussi de marquer la fin de saison pour ce qui est du concert. Ah, c'est agréable. Les harpes, c'est pas quelque chose qu'on est habitué d'entendre. Non, c'est un instrument qui, façon de parler sans dire qu'il disparaît, mais je veux dire qu'il est moins d'actualité aujourd'hui en termes d'électronique et de tout ce qu'on voit. Oui, bien, on dit ça, mais on a une jeune qui a travaillé à l'espace muséal, qui étudie la musique, puis elle prend des cours de harpe. Alors, ça revient peut-être. Parce que c'est quand même un instrument d'une autre époque. Oui, oui. Et le duo qu'on accueille est déjà venu au domaine Forget, mais il y a quelques années déjà. Alors même au domaine, ce n'est pas un instrument qui est souvent, surtout en solo, parce qu'on n'aura pas d'autres instruments pour les accompagner. C'est vraiment un concert de harpistes. S'ils sont venus au domaine Forget, ça veut dire que ça démontre aussi la qualité des gens que vous allez avoir pour ce spectacle-là, parce que ne va pas là-bas qui veut ou qui peut, façon de parler. Oui. Ils mettent la barre assez haute. Ça sera un bon spectacle, j'en ai pas de doute. Eh bien, ça se passe donc le 14 octobre. Super. Donc, l'espace muséal, ça va très bien. Vous êtes toujours une bonne équipe en place. Oui, l'équipe n'a pas changé. L'équipe n'a pas changé. Et y a-t-il eu des nouveautés dans la dernière année qui se sont intégrées carrément à l'espace muséal? L'expo temporaire qui avait changé en début de saison. Qui porte sur les petites franciscaines et les arts, et qui a comme titre Gardienne de trésors, dans laquelle il y a
plutôt des objets rattachés à diverses disciplines artistiques, étant donné que les sœurs se sont entourées d'art, ont enseigné des disciplines aussi. Ça leur assurait d'avoir de la beauté qui amène la joie dans leur quotidien. Et la joie, c'est une des grandes valeurs chez les franciscains. Alors, ça leur est resté. Je pense que c'est une communauté qui est heureuse en soi. On le voyait, ou on le voit encore quand on rencontre ces dames-là. Ils ont une joie de vivre. Oui, ça fait partie vraiment des grandes valeurs franciscaines. Ah, donc, à visiter, ne pas manquer le rallye parce que vous allez recevoir la brochure. Allez chercher votre courrier dans vos boîtes aux lettres. Puis courir rapidement à l'espace muséal parce que c'est le premier des établissements qui ferme ses portes pour la saison hivernale. Et les autres, bien là, c'est en fonction de la fin de chacune de leurs expositions sur les petites franciscaines de Marie. Exact. Super. Bien, Joanne Vigneault, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon hiver. Bon rallye tout le monde. Merci. Alors, Mme Maryse Méran, nouvelle coordonnatrice au développement pour les cercles d'emprunt. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence un nouveau défi, là. C'est un tout nouveau défi, effectivement, pour l'emploi, pour ma participation là, dans la communauté, au niveau des cercles, effectivement. Stimulant, excitant? Toutes les sauces. Toutes les sauces. Toutes les sauces. C'est très stimulant. C'est un retour pour moi dans le monde un peu plus impliqué. Donc, je suis ravie et puis c'est très stimulant d'arriver dans un organisme comme les cercles pour partager mes connaissances puis faire avancer en même temps le monde, l'environnement entrepreneurial, le monde des affaires et du démarrage d'entreprises dans la région de Charlevoix. Parce que les cercles d'emprunt, c'est d'abord et avant tout un OSBL, un organisme à but sans but lucratif. Un OSBL, effectivement, qui a 20 ans d'histoire en 2018, donc ça fait quand même... ils ont fait leur marque. Un peu discret, je pourrais dire. C'est comme si on prenait le bateau pour l'instant à l'âge adulte, là. À l'âge adulte, effectivement. Donc, tout ça a commencé par un besoin qui s'est fait sentir et qui a été chapeauté par Annie Girard, que probablement beaucoup de monde connaît dans la région, qui nous a quittés pour des aventures palpitantes. Ben oui, ben oui. Quand on parle des cercles d'emprunt, je veux dire, le terme n'est pas nécessairement précis par rapport à ce que vous faites comme service à offrir. Parce que, dans le fond, vous êtes là pour aider au démarrage de micro-entreprises. Oui, en fait, la vocation des cercles d'emprunt, c'est d'accompagner les gens qui désirent se lancer en entreprise ou comme travailleurs autonomes. C'est l'étape qui est l'étape de prendre connaissance si on veut on veut devenir entrepreneur. Donc, il y a aussi un volet de préparation parce que ça ne veut pas nécessairement dire que ces gens-là vont prendre le bateau, si on peut prendre l'expression. Et donc, c'est de faire la réflexion avec eux si, ils ont le profil entrepreneurial et s'ils veulent se lancer là-dedans. Si leur structure de vie personnelle, parce que se partir en affaires, bien, il y a toujours des impondérables qui vont affecter la vie personnelle des gens. Donc, il y a de l'insécurité parce que, bon, c'est pas un emploi exactement. Straight, là, comme dire, je travaille de telle heure à telle heure. Non, c'est ça. Puis c'est d'avoir le profil, mais d'avoir aussi le désir de le faire. Est-ce qu'on est prêt dans nos vies à passer à ce geste? Des fois, c'est pas tout de suite, ça peut être plus tard, mais c'est de faire une auto-évaluation. Donc ça, c'est un peu les premières étapes. Et après, bien, il y a l'accompagnement dans la préparation d'un plan d'affaires en vue de pouvoir passer à l'étape de démarrage. Donc nous, on travaille beaucoup en amont par rapport à toute la préparation du plan d'affaires pour le démarrage. Donc, et par la suite, ces gens-là ont le choix de faire la demande pour du microcrédit. Donc, nous, on va pouvoir offrir du microcrédit
et en partenariat aussi avec d'autres organismes comme la MRC qui, eux autres aussi, en Parce font. que là, vous êtes à la base même. À la base même. Alors, une fois que l'entreprise est installée, puis si on a besoin de plus de moyens, bien, ça se passe à un autre niveau. Non, on continue. Non, on continue. On continue à accompagner les gens qui ont parti en affaires tout au long d'une durée qui est propre à chacun, selon leur désir. Donc, en étant une OSBL, notre porte est toujours ouverte à ces entreprises-là. Et c'est certain qu'il y a un suivi qui est fait aussi pendant la durée du prêt avec nous. Donc, on s'assure que tout va bien. S'ils ont besoin d'un peu d'aide en parcours, parce que c'est de se partir en affaires, il y a des périodes où des hauts, des bas, et puis des questionnements, des ajustements. Donc, on est toujours là pour soutenir ces entrepreneurs. Et par la suite, s'il y a même quelqu'un qui a fait les cercles qui est en soi l'atelier préparatif qui est fait en groupe, donc de façon communautaire. Chacun s'entraide dans son groupe. Donc, par la suite, ce groupe-là, qui peuvent se soutenir, peuvent se rencontrer, mais peuvent aussi faire affaire à nous, même s'ils n'ont pas démarré un projet, ils peuvent le faire plus tard dans le futur, lorsqu'ils seront prêts. Parce que les cercles, en fait, ça existe partout en province, mais vous, ici, vous couvrez Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest, Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Et l'île aux Coudes. L'île aux Coudes, OK. L'île d'Orléans ne fait pas partie de notre secteur. C'est l'île aux Coudes. Okay. Donc, à l'île aux Coudes, on a un programme qui s'appelle Défi, qui est vraiment propre à l'île aux Coudes. Et c'est un programme qui est chapeauté par la municipalité. Donc, c'est un très beau programme. Donc, ça permet aux gens de l'île aux Coudes de pouvoir bénéficier d'une sorte de crédit, de microcrédit. Spécifique à l'île. Spécifique à l'île pour les gens de l'île. Parce qu'ils en ont besoin, effectivement. Ils se sentent un petit peu isolés, parce qu'une île, c'est une île. C'est insulaire. Donc, c'est un fonds insulaire qui a été mis sur pied suite à une étude pour justement favoriser l'entrepreneuriat au niveau de l'île. Donc, on a de très beaux projets qui sont là. Il y a un dynamisme présentement à l'île qui est assez formidable, autant culturel que joie de vivre et événementiel. Alors, tout à fait, tout à fait. Il y a une belle effervescence qui se produit en ce moment sur l'île. C'est super. Pour pouvoir prendre un poste comme ça, j'imagine qu'on a un bagage là, qui nous prépare effectivement à dire, tiens, demain matin, là, je vais être une personne ressource pour aider ces autres personnes-là qui veulent se lancer en affaires. Effectivement, j'ai quand même un bagage là, en ayant été moi-même entrepreneur. J'ai monté plusieurs projets là, et puis j'ai fait de l'accompagnement avec des gens autant au Québec qu'à l'étranger. Donc, j'ai quand même vécu là, 6 ans à l'étranger pour lequel j'ai offert mes services à des gens qui se partaient en affaires, les accompagner autant au niveau de leur marketing, de la vente et tout. Et j'ai aussi travaillé là, dans une entreprise de Québec qui était une société internationale au niveau de la cosmétique. Et c'était un de mes projets aussi au niveau du marketing, développement, mise en marché de produits et tout. Donc, ça a été des très belles expériences. Puis, aujourd'hui, où je suis rendue, moi-même ayant été travailleur autonome dans la région de Charlevoix, en fait, avec une petite entreprise, je pense que j'étais prête à faire le pas pour pouvoir amener mes connaissances puis les partager au sein de nouveaux entrepreneurs. Donc, toutes ces belles expériences-là sont disponibles comme ressources. Ça va devenir un partage de connaissances. Exactement. C'est toujours la notion communautaire de pouvoir amener des gens à aller au-delà. On sait très bien que tout et chacun, on ne peut pas être outillé de la même façon. Donc, moi, ma force de mes outils, c'est d'arriver puis de le faire partager. Et j'ai comme collègue Mylène, qui est une personne qui est au Cercle depuis 3 ans. Mylène Tremblay. Mylène Armstrong, qui est au Cercle depuis 3 ans, donc qui connaît très bien le rouage et tout ça. Donc, et on est 2 personnes qui sont très complémentaires. Donc, à ce moment-là, ça fait une très belle équipe.
Alors, c'est ça. Puis cette année, comme vous le disiez, c'est 20 ans qu'on va célébrer. Là. Donc, il Donc, va y avoir de l'effervescence encore. Il va y avoir de l'effervescence. On a des 20 ans, les 20 ans qui vont être célébrés dans l'année prochaine. Oh. Donc, on est à cogiter là, des choses, des activités spéciaux pour pouvoir laisser savoir c'est quoi nos services et puis accompagner les gens aussi dans cette belle aventure. Très bientôt, il va y avoir aussi la semaine de l'économie sociale. Vous allez faire une porte ouverte? En fait, c'est que dans le cadre de l'économie sociale, on est impliqué dans le domaine de coworking aux Petites Franciscaines. Donc, on veut amener puis les gens à venir voir quels seront les établissements parce qu'en fait, nous, on va participer en étant sur place, de la présence sporadique avec la MRC. C'est un projet qui est de nature communautaire aussi. Alors, on va en même temps faire un 5 à cercle. C'est un petit peu 5 nos à événements. cercle? Oui, c'est un événement qu'on fait de façon sporadique avec nos anciens membres promoteurs et les organismes qui participent avec nous. Donc, pour pouvoir un petit peu célébrer la réussite et les efforts qui sont faits là, pour la période. Puis de rassembler, c'est du réseautage. Donc, on veut créer cet événement-là à la Maison Mère. Donc, on est sur un projet actuellement qui va avoir lieu pour la semaine. À la Maison Mère? Ça va être... c'est à déterminer. Là, on est vraiment dans la... c'est grand, c'est vaste. C'est grand. C'est effectivement, mais ça va être sous forme de 5 à cercle. Et on va pouvoir aussi donner une séance d'information pour les gens qui vont vouloir se partir en affaires ou juste venir voir c'est quoi nos services et puis est-ce qu'ils ont le profil. Donc, à ce moment-là, on va être disponible. Ça va être quelle date, ça? On a arrêté la date là, pour le 9 novembre. 9 novembre, oui. OK. Donc dans le cadre, effectivement, de la semaine de l'économie sociale. Exactement. Qui est un vocabulaire qui est de plus en plus utilisé parce que, bon... on connaît M. Ossa, je crois, qui est un ancien politicien, mais qui est à la tête, effectivement, de tout ce qui s'appelle l'économie sociale au Québec. C'est ça. Alors... Mais avec les projets qu'on a ici dans la région de Charlevoix, je pense que c'est une valeur ajoutée. Donc, on sait très bien là, qu'en région, il faut donner beaucoup ensemble. Il faut travailler ensemble. Donc, le projet des Petites Franciscaines a été pensé et pour le coworking, c'est vraiment l'approche qui va être offerte. Les cercles d'emprunt, ça existe depuis 20 ans, comme vous le mentionnez, bien, bientôt 20 ans. Mais c'est d'autres organismes qui viennent nous aider, là, parce que vous êtes, comme vous dites, un OBNL. Alors... Oui, on est un OBNL, donc on travaille beaucoup en partenariat avec la MRC. On travaille aussi avec d'autres organismes qui est Micro-Entreprendre, qui est un organisme qui chapeaute le Québec au complet. On travaille en partenariat aussi avec les municipalités, entre autres la municipalité de l'Île aux Coudes, avec notre programme Défi, là, qui est vraiment relié avec les municipalités. Donc, à ce moment-là, ça devient nos partenaires. Donc, tout ce qui est au niveau des partenaires d'affaires, on travaille tous en équipe. Donc, on n'est pas des cellules en compétitives, au contraire, on se parle des promoteurs ensemble, on échange nos savoirs, on est des ressources, tous et chacun, on est des ressources complémentaires. Donc, finalement, les cercles d'emprunt, ce n'est pas simplement 2 personnes qui sont Mylène et moi dans les cercles, mais c'est une équipe derrière nous auquel on a accès. Si on peut voir ça, c'est une belle bibliothèque d'informations et de ressources qui nous accompagne. Donc, si on est un jeune ou un adulte qui veut changer de carrière et autre chose, il n'y a pas de raison d'être seul dans son coin parce que toute l'aide est là, elle est disponible. Il s'agit de lever la main, puis... Exactement. Donc, de venir nous rencontrer, entre autres, et nous, on est en mesure de les orienter selon le besoin. Donc, nous, on a une vocation beaucoup plus personnalisée. Donc, c'est de l'écoute et de prendre le temps de comprendre le besoin de l'individu
qui va venir nous voir en premier lieu et après d'acheminer ou d'offrir le service à l'individu dans le but d'avoir son entreprise et par la suite l'accompagner dans sa démarche. Démystifier, c'est quoi une entreprise, comment ça fonctionne, voilà. Les règles du jeu, pour employer l'expression. Oui. Oui, il y a l'aspect financier, mais oui, il y a l'aspect légal, il y a oui. l'aspect communication, marketing, il y a plein voilà. d'aspects. En fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire qu'ils vont partir en affaires ou qu'ils vont devenir autonomes. C'est une peur face à l'insécurité. Mais en même temps, dans la région, il y a beaucoup d'emplois qui sont saisonniers ou d'emplois précaires. Donc, la nature ou la possibilité de créer son propre emploi et de gérer justement ces opérations peut être une belle opportunité. Donc, nous, on va les accompagner dans l'évaluation et leur offrir des ressources à ce moment-là. Et par la suite, s'ils ont besoin, ils demandent du microfinancement et ils peuvent s'adresser autant à nous pour du financement qu'à d'autres organismes dans la même période, en fait. Donc, c'est soumis dans des comités. Donc, on a des comités qui vont évaluer puis qui vont apporter des conseils pour pouvoir améliorer. Vos bureaux sont à quel endroit? On a des bureaux qui sont à côté de la Caisse populaire, qui est justement un de nos partenaires assez impliqués. Donc, dans le bâtiment au 6, les locaux en haut de l'information touristique. Donc, c'est le 6 rue Saint-Jean-Baptiste. OK. Puis le numéro de téléphone, si on veut vous rejoindre, c'est le 418-435-2639. Exactement. Puis un poste. 6909. 010 pour moi et 09 pour Mylène. Bon. 09-010. Et voilà. Donc, pour la région de Baie-Saint-Paul, on a nos bureaux qui sont ici. On a aussi un bureau là, qu'on fait du 3 jours semaine à Clermont. OK. Donc, qui est en déménagement incessamment là, avec la MRC. Donc, présentement, on est dans le parc industriel de la MRC. On va déménager aussi avec la MRC, là, le nouveau bâtiment qui est en rénovation. Donc, ça, c'est un des bureaux. Et une journée semaine à Côte-de-Beaupré. Et pour Mylène qui fait l'accompagnement et de façon... et là, on est en train de regarder là, pour créer un événement à l'île aux Coudes. Donc, pour essayer de rassembler les gens dans un même, peut-être, tour de table pour voir ce qui peut être amélioré puis le support qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Le meilleur endroit, c'est dans la cuisine. C'est exactement ça. C'est là que ça se passe autour de la table. Exactement. Bien, c'est super. Ça, c'est des belles nouvelles. Bien, Maryse Méran, merci beaucoup pour votre visite. Bon succès dans ces nouvelles fonctions. Merci à vous. Et les cercles d'emprunt, bien, pourquoi pas un autre 20 ans? Hein? Pourquoi pas? Puis on est là pour répondre à vos questions et toutes les questions sont possibles et puis il faut explorer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'obligation de partir en affaires, mais d'explorer le sujet peut être intéressant. Donc, on est là pour vous permettre de l'explorer. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, une autre émission de votre service qui s'achève. Merci à nos invités. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de l'émission, contactez-nous à TVCO au numéro 88-435-5134. Merci à la Bibliothèque René Richard qui, comme de semaine en semaine, vous le voyez, nous accueille pour l'enregistrement de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste. D'ici là, bonne semaine et à très bientôt.